Ce soir, j'aimerais souligner la présence de l'ambassadeur Otto Vaillant Frias, ambassadeur de Cuba, qui est avec nous, et aussi de l'ancien président du Sénat, le sénateur Jean-Pierre Bell, qui a été l'envoyé personnel du président Hollande pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Je pense que cette position, malheureusement, n'existe plus. et ça nous attriste. Et c'était un rôle très, très important et très dynamique. Nous avons aussi d'autres ambassadeurs français qui ont été ambassadeurs, dont l'ambassadeur Mendelssohn qui était ambassadeur à Cuba et d'autres ambassadeurs qui ont été présents en Amérique latine et qui nous accompagnent ce soir. Nous allons parler de Cuba, un pays avec un parcours, on pourrait dire, inédit, qui traverse une crise économique qu'on pourrait dire la pire depuis les 30 dernières années. Cuba a dû récemment, et ça aussi c'est inédit, faire appel au Programme alimentaire mondial des Nations unies afin de garantir l'approvisionnement de certaines denrées de base pour la population. Avec nos invités, nous discuterons de la trajectoire de ce merveilleux pays, très beau. Certains d'entre vous l'ont visité. C'est un pays avec plein de potentiel et de richesses naturelles et de grande beauté. C'est une destination favorite pour les Canadiens. On en a eu pendant quelques années jusqu'à 1 million qui allaient à Cuba chaque année pour profiter du climat et de la générosité des Cubains. C'est un pays, nous discuterons aussi avec nos invités de ce qui s'est passé depuis la révolution cubaine, entreprise par Fidel Castro en 1959 jusqu'à nos jours. Nous parlerons de l'impact des sanctions économiques imposées par les États-Unis depuis 60 ans. Ces sanctions ont une portée extraterritoriale qui a été, et plusieurs de ces sanctions ont été renforcées au cours des dernières années, ce qui rend la vie économique de Cuba encore plus difficile. Nous verrons que les difficultés économiques que traverse Cuba sont également reliées à un résultat plutôt mitigé des réformes, des tentatives de réforme entreprises par le président Miguel Díaz-Canel, qui est au pouvoir depuis 2019 et il a été réélu comme candidat unique en 2023. Ces réformes avaient pour but de libéraliser et, comme il a lui-même dit, débureaucratiser l'économie étatique cubaine et d'assainir les finances publiques. Mais c'est un parcours difficile et qui n'a pas connu les succès escomptés. Nous parlerons des enjeux complexes pour les entreprises françaises qui ont des relations commerciales avec Cuba. Nous nous poserons la question à savoir quelles conditions pourraient être réunies pour que Cuba puisse un jour se libérer des sanctions qui paralysent son économie et qui mènent depuis quelques années à un exode très important de jeunes Cubains qui, à juste titre, cherchent un avenir meilleur, de même qu'une liberté politique. Alors, permettez-moi de vous présenter nos intervenants. Je commence avec Madame Jeannette Abel. Jeannette, vous êtes politologue et chercheuse à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, IHEAL. Je vous présente, Jeannette. Et Monsieur Stéphane Wikowski, président de Bâle Conseil et aussi président du Conseil stratégique de l'IHEAL. Nous accompagne également Madame Perrine Buller, directrice générale de la société Devexport. Votre société est active à Cuba depuis près de 40 ans. Nous accueillons aussi Monsieur Denis Mellon, directeur général de la banque Delubac. Votre banque appuie depuis plusieurs années les sociétés françaises présentes à Cuba.
Alors, merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation à discuter de Cuba. Peut-être il faut juste rappeler qu'il faudrait peut-être mettre en mode silence nos téléphones afin de pouvoir se concentrer. Alors, je vais commencer avec Jeannette Abel. Je change de... Jeannette, vous allez être notre première intervenante. Alors, je dirais que c'est une tâche un peu difficile parce que je vous demande de nous parler du contexte historique. Alors, en quelques minutes, quelle était la situation de Cuba sous le régime Batista avant l'arrivée de Fidel Castro en 1959? Comment vivait la population? Comment Fidel Castro est-il arrivé au pouvoir? Quel appui populaire avait-il? Avait-il un appui financier, étranger? Et approximativement, combien de Cubains se sont exilés aux États-Unis à l'époque, en 59-60? C'est pour nous donner un contexte, finalement, parce que plusieurs d'entre nous oublient que c'est un long parcours et que cette révolution n'est pas arrivée pour rien. Merci, Jeannette. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de rappeler le contexte historique, un contexte géopolitique, contexte économique et politique, s'agissant d'une petite île qui, à l'époque, en 1959, comptait environ 6 millions d'habitants à 200 km des côtes américaines. Donc, si on n'arrive pas à contextualiser, comme on dit maintenant, l'histoire, l'environnement géographique, géopolitique de ce pays, de cette île, c'est difficile de comprendre la suite. Et évidemment, il s'est écoulé entre 1959, je vais en dire deux mots, et 1900 et 2024, 65 ans d'histoire. On est passé du XXe siècle au XXIe siècle et le monde a basculé. Donc, je ne crois pas qu'on puisse comme ça résumer tout ce qui s'est passé. Donc, je vais juste simplifier les choses et donner 3 ou 4 éléments de réflexion. 1959, c'est une date clé au milieu du XXe siècle. C'est une date clé en Amérique latine. C'est une date clé parce que une dictature non seulement sanglante, mais corrompue, dirigée par le général Batista, prend le pouvoir dans les années 50 et elle est renversée, cette dictature, en 1959 par, après, d'une part, une insurrection civique, et c'est très important parce qu'on l'oublie souvent, et par également le combat qui est mené par un jeune dirigeant cubain de l'époque qui s'appelle Fidel Castro et qui conduit une lutte armée dans les montagnes de la partie orientale de cette île et qui réussit avec un appui populaire immense, je le signale, je le répéterai peut-être ensuite, qui réussit à renverser cette dictature, à détruire son armée et qui ouvre ainsi une nouvelle période, non seulement à Cuba, mais une nouvelle période dans les Amériques. C'est 2 mots pour ce contexte historique. Pour enchaîner aussitôt, vous dire 2 mots aussi du contexte géopolitique. On est confronté à une île, 6 millions d'habitants, qui est une île extrêmement dépendante sur le plan économique de la plus grande puissance du monde à ce moment-là, qu'il est encore, semble-t-il, aujourd'hui, qui s'appelle les États-Unis. Et cette dépendance économique, pour en dire juste un mot, elle consiste dans un pays qui est un pays très peu développé, à ce moment-là, qui exporte du sucre, un peu de tabac, un peu de café. Je dois oublier quelque chose, mais pas grand-chose. Entre cette île petite, isolée et dépendante, face à une très grande puissance, va s'établir un rapport conflictuel. Pourquoi? Parce que aussitôt la dictature de Batista renversée, la lutte armée dirigée, le mouvement du 26 juillet, qui était le parti de Fidel Castro,
vont s'engager dans une politique résolument sociale à laquelle ils s'étaient engagés depuis longtemps, vont engager des réformes en matière d'éducation, de santé, etc., mais surtout des réformes économiques qui vont être des réformes qui, de fait, vont contrecarrer la domination américaine sur le pays et vont porter atteinte aux intérêts de cette puissance américaine. Et ça, c'est le contexte, si vous voulez, qui apparaît assez simple, mais qui en réalité est assez compliqué, parce qu'à partir de ce moment-là, on est dans une situation où, du point de vue économique, je rappelle, enfin je ne l'ai pas dit, je vais le dire tout de suite, que si vous regardez le Larousse, le dictionnaire Larousse de 1924, vous verrez que Cuba est considéré et cité comme un pays qui est sous domination américaine, comme un pays qui est une quasi-colonie américaine. Et si vous analysez un tout petit peu les rapports économiques entre les deux pays à l'époque, je vous donne juste une donnée, c'est que Cuba vend l'essentiel de son sucre aux États-Unis, qui lui achète des quotas de sucre à un prix qui est fixé aux États-Unis. Et tout cela crée donc, je vous le dis de manière très schématique, mais une situation de dépendance qui explique que lorsque les intérêts américains sur l'île vont être attaqués, parce qu'ils vont l'être, lorsqu'un processus de rupture politique va s'établir entre les rebelles, l'insurrection rebelle, qui était une insurrection civique large, ample contre la dictature, bien, dans ce contexte-là, à partir de ce moment, va se produire ce qu'on peut appeler une radicalisation de la révolution, et la confrontation avec les États-Unis va démarrer. Elle se traduira en 1961 par une tentative de débarquement à la baie des Cochons, qui est quelque chose de connu. Et cette tentative de débarquement sera un échec considéré par l'historien américain Benjamin Franklin comme le plus grand échec diplomatique du gouvernement américain depuis le XIXe siècle. Voilà pour l'essentiel. Pour dire deux mots supplémentaires, ce processus de radicalisation entre 1959 et 1961 va produire évidemment des différenciations sociales dans la société cubaine, des conflits sociaux également, et une partie de la population, dont je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'elle est minoritaire à l'époque, va fuir, va quitter Cuba. La campagne contre le régime de Fidel Castro va être une campagne très dure. Il va y avoir même un épisode que certains d'entre vous connaissent sûrement, l'opération Peter Pan, des enfants, des Cubains parmi les secteurs les plus riches de la société, parmi les secteurs les plus aisés de la société, une partie de ces Cubains vont avoir peur et envoyer leurs enfants, il y en aura 14 000, ça s'appelle l'opération Peter Pan, pour échapper aux communistes, entre guillemets, qui n'étaient pas officiellement, d'ailleurs, à ce moment-là, pas encore, de l'île. Et donc, pour répondre à la question que Geneviève posait, l'évaluation en 1960, ça ne préjuge pas de ce qui se passe ensuite, c'est que 100 000 personnes quittent Cuba à ce moment-là. Je dirais que cette émigration est une immigration sociale assez marquée, qui concerne essentiellement les secteurs de la population cubaine qui étaient lésés par le conflit avec les États-Unis. Et je vais terminer, vous m'excuserez du caractère très schématique de cette présentation, mais à partir de 1961-62, on va rentrer dans une période différente. Je termine en disant que à partir de ces 2 années-là, et d'un processus de nationalisation, etc., et de conflits de plus en plus ouverts avec la diplomatie avec washingtonienne, le pays Cuba est de plus en plus fragilisé. C'est une économie qui est évidemment une économie qui connaît un bouleversement majeur et qui connaît une situation de plus en plus difficile. En 1962, pratiquement, on aura une situation d'embargo économique et de sanctions économiques qui vont rendre les choses encore plus dures. Et dans cette situation-là, la condition de la survie de cette révolution sera le recours à l'aide de l'Union soviétique. J'ai
je ne peux pas continuer parce que je crois que sinon on va me dire que c'est trop long, mais je veux dire, il faut juste comprendre que cet isolement de cette révolution en Amérique latine et un petit peu dans le monde est un isolement qui va se faire sous la contrainte. Et il y a une expression, je termine là-dessus, qui résume assez bien, à l'époque, c'est celle d'une forteresse assiégée. Et cette forteresse assiégée explique d'immenses difficultés que cette île connaît aujourd'hui. Et la gravité, peut-être si vous suivez l'actualité, y compris la plus récente, la gravité pour la population de la situation économique, sociale et politique, dont les responsabilités sont compliquées à établir, et je m'arrêterai là pour l'instant. Merci, Jeannette. Alors, ça nous donne le contexte de l'arrivée au pouvoir, et puis on va passer au régime castriste mis en place en 1959. Stéphane Witkowski, je vais vous demander de nous décrire un peu quelles ont été les mesures mises sur place à l'arrivée de Castro au pouvoir, incluant la nouvelle constitution et puis tout ce qui a été mis sur place pour changer le système. Et les réformes sociales qui ont été assez marquantes et qui contrastaient avec le régime qui précédait. Et face à l'embargo américain mis sur place en 1961, j'aimerais que vous nous dites quelques lignes sur le rapprochement politique avec l'Union soviétique. Et aussi, on pourrait parler des restrictions qui ont été mises sur place, qui ont causé un isolement de l'île, les restrictions qui ont été mises sur place pour les permettre ou ne pas permettre à la population cubaine de voyager librement. Merci infiniment pour votre invitation et merci aussi donc à Jeannette qui, je crois, parfaitement bien résumé le contexte historique, donc j'aurais pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit. Vous me posez une question sur la nature du régime politique, le régime cubain. C'est une question qui mériterait de très larges développements, mais je dirais que, en deux mots, je dirais que c'est un régime qui échappe à toutes les classifications de la science politique, où l'on essaie généralement de classer les régimes politiques en deux catégories de pays, de manière à la fois un peu simpliste et binaire, entre d'un côté des démocraties représentatives et de l'autre des dictatures. En réalité, Cuba échappe ni à l'une et à l'autre, pour des raisons très différentes. Et comme Jeannette Abel vient de le dire, le régime est issu d'une révolution populaire et nationale qui avait deux objectifs majeurs. Le premier, c'est de restaurer et de défendre l'indépendance nationale à quelques kilomètres du plus important empire politique, militaire, économique de tous les temps depuis l'Empire romain, pour reprendre l'expression de Fidel Castro. Et c'est un pays qui résiste et qui maintient cette indépendance nationale et qui a tenu tête jusqu'à ce jour à 13 présidents nord-américains, d'Eisenhower jusqu'au président Biden, qui ont essayé d'éliminer par tous les moyens le régime cubain. Et on peut dire qu'on peut faire remonter en quelque sorte cette préoccupation américaine qui remonte à ce qu'on appelle la théorie du fruit mûr, qui remonte au deuxième président nord-américain John Adams jusqu'à ce jour, qui a toujours considéré que Cuba devait revenir naturellement dans l'escarcelle géographique, politique, économique des États-Unis. Donc ça, c'est le premier point. Il faut comprendre aussi que cette révolution populaire et nationale, au-delà de cette volonté de tenir tête aux États-Unis, il y avait un deuxième objectif, c'est évidemment de mettre en place un certain nombre de réformes économiques, sociales, et en particulier avec trois objectifs. D'une part sur la santé, sur l'éducation,
sur les nationalisations en vertu d'un programme économique qui était le programme de nationalisation qui a été établi en vertu du droit international public. Et donc il y a eu un certain nombre de commissions d'indemnisation avec tous les investisseurs étrangers. Tout était respecté. Fidel Castro étant juriste de formation, attachait le plus grand prix au respect du droit particulier. Et le seul à avoir bloqué, et comme l'a dit très justement Jeannette, le seul pays qui a bloqué, ce sont les États-Unis, parce que les avoirs privés des États-Unis à Cuba étaient tellement importants et tellement supérieurs à un pays comme le Mexique, que la commission d'indemnisation n'a pas pu se terminer parce que, en réalité, le principe d'indemnisation des entreprises multinationales qui avaient été nationalisées, toujours en vertu du droit international public, l'avait été pour avoir des indemnisations, avait été faite sur la base des déclarations fiscales que ces entreprises avaient faites à l'administration fiscale précédente, Batista, et comme ils avaient sous-évalué, évidemment, la valeur de ces entreprises, Fidel Castro a dit, mais écoutez, on va simplement vous indemniser sur la base de vos déclarations fiscales sous Batista, et voilà ce que ça vous donnerait. Et c'est à ce moment-là qu'évidemment, les entreprises américaines n'ont pas été d'accord. Ensuite, il y a eu une dégradation progressive parce qu'il y avait un quota sucrier qui devait être accordé aux entreprises, aux Cubains, puisque c'était l'essentiel de l'exportation. Ensuite, il y a eu rupture des relations diplomatiques, janvier 61, mise en place de l'embargo blocus en février 62, et à partir de là, et puis, comme l'a très justement précisé, baie des cochons, débarquement des baies des cochons, avril 61, et c'est à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là seulement, que Fidel Castro décrète le caractère socialiste de la révolution. Et c'est à ce moment-là que s'est noué un partenariat économique avec l'Union soviétique, opportuniste si on peut dire, où en gros les Cubains exportaient leur sucre à un prix très supérieur au cours du marché et les Soviétiques vendaient un pétrole à un cours très inférieur au cours du marché. Et de fait, ça a été en grande partie une économie en partie subventionnée. Je précise aussi que pour revenir sur la relation avec l'Union soviétique, précisons que cette révolution n'a d'aucune manière été imposée par les Soviétiques, ni financée, ni imposée. Et donc, par rapport à ce qu'on dit souvent, Cuba n'a jamais été un satellite de l'Union soviétique. Et c'est tellement vrai qu'au moment de la disparition de l'Union soviétique, toutes les ex-démocraties populaires des pays de l'Est se sont effondrées, et le seul à avoir résisté, a tenu tête, malgré les immenses difficultés, c'était Cuba, parce que sa légitimité historique n'avait pas de lien avec l'Union soviétique. Je précise aussi que ce pays échappe à toutes les classifications politiques, car il échappe totalement contrairement à ce qu'on croit, à ce clivage Est-Ouest. Et en fait, même s'il y a eu cette alliance économique, politique et militaire avec l'Union soviétique, jamais Cuba a été un satellite de l'Union soviétique, et parce qu'au fond, ce régime n'a rien à voir avec la guerre froide. D'une partie, oui, mais pas seulement. Et j'en veux pour preuve la base de Guantanamo, qui est une base militaire, qui est une anomalie à la fois politique, militaire et juridique sur le territoire cubain, mais qui remonte à 1902. Et donc, le problème des relations avec Cuba et les États-Unis n'a rien à voir avec la guerre froide. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, Cuba échappe aussi à ce clivage nord-sud. Même si, évidemment, par bien des aspects, notamment sur le plan diplomatique, Cuba apparaît comme, au fond, un des grands pays qui a, grâce à la personnalité tout à fait hors du commun et du rôle de la diplomatie cubaine tout à fait exceptionnel, a joué un rôle majeur dans ce qu'on appelle des pays émergents, ce qu'on appelle les pays dits non alignés, suite de la conférence de Bandung 55, mais en particulier le sommet de La Havane de 1979, qui a été réitéré d'une certaine manière en septembre dernier 2023, où il y a eu
le G77, où se sont réunis 134 pays, et 10 du groupe des 77, qui sont maintenant 134 pays, plus la Chine, on rajoute la Chine, encore que la Chine a toujours fait partie des non-alignés, hein, et je précise, plus l'ONU, et donc ils se sont réunis à La Havane au mois de septembre. Donc c'est par beaucoup d'aspects, parce que aussi l'immense popularité de Cuba dans le monde, contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans la presse, l'immense popularité de Cuba, elle étant aussi évidemment en Amérique latine, évidemment en Afrique, évidemment en Asie, en Afrique et dans ces pays où le rôle des médecins et cette vision un peu internationaliste de coopération médicale dans le monde, avec un certain nombre de brigades, enfin je pourrais entrer dans le détail sur ce sujet, où évidemment l'image de Cuba est très très importante dans le monde. Donc, par certains aspects, Cuba, à la fois, est un pays qui ne se présente pas comme un modèle dans le monde, qui suit sa propre voie avec toutes les contraintes gigantesques sur lesquelles on pourra revenir à tout point de vue, qui est face quand même à un pays quand même, qui est les États-Unis, qui reste quand même une entrave au développement de son pays, et l'embargo, les lois extraterritoriales, ce sont des réalités vécues au quotidien par la population, par les entreprises et par tous ceux qui veulent peu ou prou travailler avec Cuba. Merci Stéphane. Jeannette, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce point au niveau de... J'aborde quand même... Oui, pardon. Oui, j'oublie le micro. Non, ce que je voudrais souligner, c'est le caractère tellement exceptionnel de cette histoire, enfin de cette révolution, parce que si vous lisez les livres d'histoire du 19e siècle et du 20e siècle en Amérique latine, le dernier pays où on pensait qu'il puisse y avoir un processus révolutionnaire de ce type, c'est Cuba. C'était absolument... Bien que il y a une tradition de lutte pour l'indépendance à Cuba qui est une tradition très importante. Mais en y réfléchissant, parce que la situation actuelle est très difficile, extrêmement difficile, et que, évidemment, c'est aussi le produit de 6 décennies de sanctions économiques. Il n'y a aucun pays au monde qui subisse ce traitement, dans un tout petit pays qui n'a pas beaucoup de ressources en plus. Le fait d'avoir dû subsister, de s'être maintenu pendant ces 65 ans, n'a pas été... Il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer parce que le pays n'a pas résisté seul. Le pays a résisté en s'appuyant sur l'Union soviétique de l'époque. L'Union soviétique de l'époque, c'est un pays immense, comme vous c'était, une immense puissance à l'époque. Ça l'est probablement... plus tout à fait aujourd'hui, encore qu'on peut discuter, mais et cette aide qui a été apportée par l'URSS a été une aide à la fois qui a permis la survie de Cuba et en même temps qui a comme corollaire un prix à payer terrible. Le montant de l'aide soviétique, on peut ajouter un peu les pays de l'Est, mais c'est de l'époque, hein, c'est secondaire, c'était 80, enfin les échanges représentait 80 à 85% des échanges avec l'URSS. Et ces échanges étaient à la fois très importants pour la survie du pays et en même temps, par certains aspects économiques et politiques, très négatifs. Alors quand je dis très négatifs pour des raisons économiques, et pour des raisons politiques, je veux dire 2 mots. J'embraye un peu, Geneviève, sur le sujet suivant. Mais l'aide économique apportée à Cuba a maintenu le pays dans la dépendance du sucre. L'objectif de la révolution cubaine, c'était, enfin un des objectifs très importants, outre la justice sociale, etc., c'était quand même de sortir de cette monoculture sucrière. C'est-à-dire quand vous avez un pays petit en plus, qui dépend d'une seule culture, presque d'une seule culture. Et ce sont des mots d'un grand historien cubain qui s'appelle Moreno Flaginals. Il disait, en fait, les échanges, les modalités d'échange entre Cuba et les États-Unis, c'est d'une part, nous leur vendons du sucre, mais c'est eux qui fixent le prix.
et c'est eux qui fixent les quotas. En échange, vous imaginez les conditions de dépendance, mais cette dépendance, elle a été maintenue pendant les 30 années, on pourrait dire les 30 glorieuses d'une certaine façon, en tous les cas de relations entre Cuba et les États-Unis, entre 1959 et 1990, la chute de l'Union soviétique. Pendant cet espace de temps, 3 décennies, l'aide soviétique a notamment reposé sur quoi? Sur le fait que le sucre était payé à un prix supérieur au marché mondial, et en échange, Cuba recevait du pétrole. Cuba ne produisait pas de pétrole à ce moment-là, et on recevait du pétrole avec des prêts et des conditions extrêmement favorables. Mais il faut bien comprendre que dans ce processus économique, la dépendance, elle persiste. Le jour où les prix du sucre s'effondrent sur le marché mondial, eh bien, ils s'effondrent et ils ne sont pas payés de la même manière. Les échanges qui étaient extrêmement favorables ne deviennent plus aussi favorables. Et les tentatives qui ont été faites à Cuba pour échapper à cette monoculture du sucre et pour essayer de diversifier l'économie ont été des tentatives qui ont pratiquement été, qui ont échoué pas pour toutes d'entre elles, mais pour beaucoup d'entre elles, parce que vous aviez en même temps la pression, les sanctions économiques, l'embargo américain. Et c'est pour ça que c'est une situation si compliquée. Alors ça, c'est sur le plan économique. Il y a quelques blagues à Cuba qui ont circulé à propos des échanges avec la Chine et la Russie, notamment sur le fait qu'à un moment donné, on avait envoyé des chasse-neige. Les Soviétiques avaient envoyé des chasse-neige à Cuba. C'est un pays tropical, hein, Cuba, où il fait quand même en moyenne généralement entre 29 et 30 degrés de température. Bon, il y a beaucoup d'autres blagues comme ça. Il y a beaucoup d'humour à Cuba, beaucoup d'autres blagues comme ça qui circulent. Il y en a aussi sur ce qui était envoyé par la Chine. Mais ça, c'est déjà vous montre que pour un processus de développement dans un pays qui est un pays sous-développé, de fait, hein, en tous les cas, un pays dont la question clé, c'est le développement, pour sortir justement du sous-développement, ces échanges-là ne produisent pas ces effets. Ils ont évidemment quand même un avantage, c'est qu'ils ont permis une amélioration du niveau de vie, ils ont permis un système éducatif exceptionnel, un système de santé qui était absolument remarquable. Mais il y a un prix à payer. Et il y a un prix à payer sur le plan politique aussi, parce que les conditions des échanges économiques entre Cuba et l'Union soviétique sont là aussi le fruit d'une histoire difficile. Bon, comme il a été rappelé, cette révolution n'est pas du tout dirigée par un parti communiste. Elle est dirigée... Ma conviction personnelle, hein, je ne sais pas, elle n'est peut-être pas partagée, encore que, je crois que si, mais ma conviction personnelle, c'est qu'au départ, le mouvement du 26 juillet, le mouvement de Fidel Castro, ça c'est sûr, n'est pas un mouvement lié au mouvement communiste international. Il n'y a aucune discussion là-dessus. C'est un mouvement au sein duquel il y a des courants marxistes, mais pas seulement. Et ce mouvement du 26 juillet va se heurter lors du processus révolutionnaire au Parti communiste cubain qui existe, parce qu'il y a à Cuba un Parti communiste cubain qui existe à ce moment-là, qui s'appelle PSP, Parti socialiste populaire, et qui est contre l'insurrection. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à la fin de 1958, ce sera le cas. Mais ce parti est très lié à Moscou. C'est un parti complètement dépendant de l'internationale communiste, de ce qui se passe du régime stalinien, etc. Et c'est un parti qui reproduit en son sein les pratiques qui ont cours à ce moment-là au sein du Parti soviétique. Et de ça aussi, des conséquences lourdes vont avoir lieu, parce que ce parti existe. Il y a une petite période de pluralisme à Cuba au début de la Révolution, et je vais terminer sur ça. Il y a 3 courants politiques, dont ce Parti communiste, mais qui n'a pratiquement pas participé, sauf à la toute fin, à la révolution cubaine. Et là, le poids de ce parti va être renforcé par les liens économiques qui se sont forgés avec l'URSS. Et je crois qu'il y a un prix à payer aussi. Ces liens-là font partie du prix à payer. Bon, puis ensuite, vous connaissez l'histoire, 1990, l'effondrement, l'implosion soviétique. Et là, la crise va être terrible à Cuba. Et je dis juste un mot.
la brutalité de la rupture, qui vient de l'URSS, qui vient de Moscou, la brutalité dont ils ont fait preuve en rompant tous les liens en même pas espace d'un an avec Cuba, avec la direction cubaine, la rupture des liens économiques, la rupture des liens commerciaux a été absolument terrible. Certains historiens ont rappelé la Yougoslavie, en tous les cas, ce n'est pas le lieu. Et voilà, donc depuis... Merci, merci. Alors, on va parler peut-être du contexte plutôt actuel, le bilan des réformes structurelles. Je vous ai parlé dans l'introduction que le président actuel avait voulu réformer la Constitution et dès son arrivée au pouvoir en 2019 et faire des réformes pour peut-être justement diversifier l'économie, la libéraliser. Il a procédé à une unification des deux monnaies, ce qui malheureusement, je pense que les intentions étaient bonnes, sauf que ça a accentué les pénuries et le creusement des inégalités. Il a voulu faire une réforme des prix, des salaires, des pensions, réduire les subventions, parce que les subventions étaient énormes, étaient très omniprésentes, et ouvrir des secteurs d'activité autres que justement les secteurs traditionnels. Alors, Stéphane, je vais peut-être vous demander de nous donner votre perspective. Pourquoi ces réformes n'ont pas vraiment fonctionné? Pourquoi? Quel était c'était des réformes qui se voulaient structurelles. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, la question par rapport à quels objectifs? En fait, les réformes qui ont été entreprises à Cuba s'inscrivent dans la disparition de l'Union soviétique que rappelait Jeannette à l'instant, où effectivement Cuba s'est trouvé dans ce qu'on appelait la période spéciale en temps de paix. Cuba s'est retrouvé dans une situation économique et sociale absolument dramatique. Donc l'embargo étant là, maintenu effectivement par des lois extraterritoriales, disparition du principal client et fournisseur, l'Union soviétique, Cuba devait donc d'abord sortir la tête de l'eau, pour reprendre une expression, et à ce moment-là, multiplier et diversifier des partenariats économiques dans le monde. Donc ça a été au fond la décision prise par Fidel Castro d'ouvrir aussi le pays au tourisme, qui à l'époque, il y avait à peu près 300 à 400 000 touristes à l'époque, je parle des années 90-92, jusqu'à à peu près un peu avant la période de la Covid, avec des objectifs très importants de développement du tourisme, et en particulier vers 4 à 5 millions de touristes, pas tout à fait 5, mais enfin un nombre impressionnant de touristes. Donc ouverture du pays au monde, s'inscrivant dans la prophétie du pape Jean-Paul II que Cuba s'ouvre au monde et que le monde s'ouvre à Cuba. Et d'une certaine manière, le gouvernement cubain a multiplié des partenariats et beaucoup de missions économiques de différents pays européens et de tous les pays du monde pour essayer de s'inscrire dans cette perspective. Alors, l'une des premières décisions a été de prendre ce que Fidel Castro décidait, enfin a qualifié, de prendre une mesure antipathique mais nécessaire, c'est-à-dire de dépénaliser les devises étrangères, ce qui revenait en d'autres termes à dollariser l'économie, mais pour une période de temps limitée dans le temps. Et donc ça a été fait. Son rêve, en réalité, il en a parlé en privé à quelques chefs d'entreprise français, son rêve c'était d'arrimer Cuba et le peso à l'euro, mais qui n'était pas évidemment d'actualité à ce moment-là, mais c'était ça son idée. Mais après, puis il y a eu même des petites zones où il y a eu une sorte d'autorisation d'euro localement. Mais après, il a fallu mettre en place, et donc cette période de dollarisation a été limitée dans le temps, et c'est à ce moment-là qu'il a créé un système de peso convertible, avec en quelque sorte deux monnaies, une peso pour les Cubains,
peso cubain, et une peso convertible qu'on appelait le CUC, pour simplifier. Et donc cette monnaie convertible, elle était destinée aux investisseurs étrangers, aux touristes et un certain nombre de personnes qui pouvaient accéder à diverses maisons, enfin magasins, etc. Donc en fait, petit à petit, on a vu assister à une économie à deux vitesses, avec deux monnaies, et progressivement se faussait une sorte de... s'accroissait entre, au fond, des Cubains qui accédaient au peso cubain et les autres qui s'ouvraient. Et donc, il y avait un risque d'inégalité sociale qui était une réalité et qui, d'une certaine manière, sapait, au fond, les fondements même du système économique et politique du pays. Et donc, il fallait, à un moment donné, unifier ces deux monnaies. Voilà. Mais ça posait des questions à la fois techniques, de taux de change, des questions sociales, sociétales, économiques, politiques. Et Raúl Castro, donc, qui a pris la suite de Fidel Castro lors de deux quinquennats, 2008-2018, a mis en place un certain nombre de réformes, d'ouverture en effet de l'économie à des secteurs privés, de faire en sorte qu'un certain nombre qui exerçaient des petits métiers à compte propre, ce qu'on appelle les cuentapropistas, auto-entrepreneurs, qui exerçaient de manière un peu informelle des petits métiers, des petits artisans, des petits coiffeurs, des petits restaurateurs, soient légalisés, ce qui a été progressivement le cas, de débureaucratisation des grandes entreprises d'État, de lutte contre une certaine corruption à un petit niveau local, et un certain nombre d'entreprises pour attirer des investisseurs étrangers, mais qui n'ont jamais été suffisantes. Un nouveau code des investissements étrangers, création d'une zone dite de Marielle, qui s'apparentait d'une certaine façon à une zone franche, tout entre guillemets. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, mais probablement pas suffisantes, parce qu'en même temps pesait en même temps l'embargo. Ces lois extraterritoriales qui dissuadaient de plus en plus les investisseurs pour prospecter le marché cubain, parce que les grands groupes arrivaient toujours à trouver les moyens pour, notamment les grands groupes français, notamment, qui arrivaient toujours à s'arranger pour pouvoir investir ou gérer des biens sur place. Les PME aguerries à l'export dans certains cas, mais beaucoup de ces entreprises étaient dissuadées parce que les lois extraterritoriales faisaient peser une incertitude sur les investisseurs. Les coûts de prospection étaient beaucoup plus importants pour des entreprises que ce soit des coûts juridiques, avoir des avocats, des juristes, pour s'assurer effectivement que le titre de propriété n'appartenait pas à des titres de propriété cubaine avant la Révolution, de problèmes de montage financier des projets, puisqu'effectivement Cuba n'a pas accès au FMI, aux sources de financement internationaux. Et donc ces contraintes continuent de peser, et d'une certaine manière, ces investissements étrangers ont été peu ou prou limités dans leur développement, et ils attendaient beaucoup à ce qu'au fond, ces contraintes soient levées assez rapidement. Ils ont peut-être cru que l'élection de Biden permettrait de revenir à la donne de Barack Obama, qui a été une période de détente. Rappelons que Barack Obama avait réussi à rétablir les relations diplomatiques avec Cuba, mais il n'a pas pu, d'abord parce que pour diverses raisons, parce qu'il sentait, d'abord c'est un homme intelligent, qu'il était né en 61, donc il n'avait pas été, comme ses prédécesseurs, n'était pas formaté dans le modèle des présidents nord-américains qui n'avaient pas été victimes du traumatisme de la baie des cochons de la Révolution. Il comprenait que l'embargo devait être levé, qu'il avait été réélu et il n'était plus dépendant des lobbies cubano-américains en Floride en particulier. Et quand il a vu que Cuba nouait des partenariats avec Poutine et le président chinois lors de l'été 2014, où il y a eu des grandes visites d'État, il a dit, et que beaucoup de pays latino-américains ont dit à Obama, attention, si tu continues de maintenir cette politique, nous, on ne participera pas au sommet des Amériques. Il a eu l'intelligence de rétablir les relations diplomatiques avec Cuba. Et c'est à ce moment-là une politique de détente qui a été mise en place, avec une idée de mettre en place une sorte de, entre guillemets, comme disent les anglo-saxons, une sorte de soft power
pour changer la donne. L'objectif était le même, de changer le régime, mais malgré tout, la méthode avait changé. Sauf qu'à ce moment-là, Donald Trump est élu, cette parenthèse s'est refermée, mais Barack Obama voulait rétablir les relations diplomatiques. Il ne pouvait pas normaliser. La normalisation passait par la levée de l'embargo, qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on dépend uniquement du Congrès, et donc Obama ne pouvait pas le faire. Il avait souhaité la levée ou l'interdiction, plutôt la restitution en partie de la base de Guantanamo, qu'il n'a pas pu faire non plus. Et donc, Trump arrivant, c'est à ce moment-là 243 mesures qui se sont rajoutées. Si vous rajoutez là-dessus le partenariat avec l'Union soviétique, avec le Venezuela, où il y avait un partenariat privilégié, service contre pétrole, qui a beaucoup affaibli cette relation, la politique Trump, la Covid qui intervient, et donc à ce moment-là, Cuba est coupé de toutes sortes de touristes, que les fameuses 243 mesures de Trump restreignaient les autorisations de touristes, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui, Cuba est le seul pays au monde où les touristes américains n'ont pas le droit d'aller. Ils peuvent aller en Corée du Nord, n'importe où, mais pas à Cuba. Les Américains qui pouvaient venir et qui peuvent venir à Cuba, en vertu d'exception, pour des raisons académiques, universitaires, etc., mais pas en tant que touristes. Donc ces exceptions ont été restreintes, et surtout les fameuses remessas, c'est-à-dire les transferts financiers de la diaspora, ont été considérablement réduites à portions congrues, et donc cet embryon de secteur privé qui existait a été asséché complètement, et c'est à ce moment-là que, parallèlement, vous avez en effet la mise en place de cette monnaie commune, ou plus exactement l'unification monétaire, qui a été décidée au moment où Biden prend ses fonctions. Les autorités cubaines pensaient qu'il allait ouvrir un peu plus le pays. Ça n'a pas été le cas. Il a maintenu, pour des raisons politiques intérieures nord-américaines, qui est le cas jusqu'à l'élection du mois de novembre. Et donc, à ce moment-là, Cuba a été et se trouve dans une situation économique, politique et sociale absolument terrible, et que certains considèrent comme la période bien pire qu'après la disparition de l'Union soviétique, la période spéciale. Et donc, ça peut expliquer aussi qu'il y a eu des mécontentements populaires importants, notamment en juillet 2021. Merci Stéphane. Je ne sais pas si nos collègues du secteur privé veulent nous donner une appréciation. Est-ce que vous avez vu, étant donné que vos entreprises sont depuis plusieurs années à Cuba, est-ce que les réformes ou les tentatives de réforme ont changé quelque chose dans vos activités, par exemple? On va parler plus tard des sanctions et de Helms-Burton, mais disons la présence, la libéralisation, les tentatives de libéralisation de l'économie. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Oui, parce que jusqu'à peu près 2017-2018, nous avions quasiment essentiellement des clients étatiques. Et avec la création de la zone de Mariel, notamment, qu'a évoqué Stéphane, nous avons des clients de sociétés mixtes, cubano, sociétés étrangères, ou 100% étrangères qui sont dans cette zone, eu la possibilité de leur offrir des produits industriels. Alors que initialement, ils pensaient pouvoir eux-mêmes aller chercher à l'extérieur et faire des achats. Mais même si pour ces sociétés-là, le fait d'être à Cuba est extrêmement compliqué. Il y a des grands groupes internationaux qui avaient lié des relations qui sont partis, donc qui ont revendu leur part soit à d'autres sociétés étrangères, soit à l'État cubain. Parce que à partir du moment où on doit livrer une marchandise à Cuba, c'est compliqué. Et donc, on a aujourd'hui quelques clients toujours de sociétés étrangères. Il y a des grands groupes qui ont réussi à rester, des grands groupes anglais, français, espagnols, qui sont présents, à qui on vend et qui sont... Alors, la difficulté actuelle, c'est qu'ils dépendent au niveau des devises de la Banque centrale qui doit réaliser les paiements. Et donc, en ce moment, il y a des difficultés pour que les flux sortent.
Mais pour une société de commerce, c'est intéressant de pouvoir diversifier aussi dans cette mesure la clientèle. Alors peut-être juste un point complémentaire. Alors effectivement, il y a eu une libéralisation des échanges à Cuba. Par contre, en fait, dans le même temps, au niveau international, Cuba a été réinscrit par les Américains, donc par Donald Trump, juste avant son départ en 2021, sur la liste noire en fait des États. Et donc en fait, ça a eu également un effet finalement de contrebalancier de ce qui avait été précédemment instauré à Cuba. Ça, c'est un point important, vous avez raison. Alors maintenant, on dit que le régime actuel du président Diaz-Canel est caractérisé comme une succession dans la continuité. On a vu, particulièrement en juillet 2021, une certaine répression des mouvements de contestation. Il y a des manifestants, un grand nombre, qui ont été arrêtés. Certains sont en cours des peines carcérales de longue durée. Les médias d'opposition ne sont pas vraiment très bienvenus ou tolérés. On dit qu'il y a 300 000 Cubains qui auraient quitté le pays en 2022. On n'a pas les chiffres, je crois, pour 2023. La plupart vont aux États-Unis. Est-ce qu'on assiste à un durcissement du régime? Alors, je vais demander à Jeannette. Jeannette, il faut être très près du micro. Est-ce qu'on m'entend? Voilà. Il ne faut pas bouger le micro. Est-ce qu'on ne m'entend pas bien? Si? Au fond? Bon, d'accord. Bon, je vais essayer. Oui, alors on est là dans une situation encore plus compliquée que par le passé, et je vais résumer les difficultés en trois points. En me référant au débat universitaire, c'est un peu étrange ici, mais quand même que l'on a sur le contexte politique actuel, et ensuite les difficultés économiques et les réactions populaires. Alors, d'une part, je crois que ça a été un petit peu dit depuis que nous avons commencé cette discussion. La vraie question aujourd'hui à Cuba, et elle ne concerne pas que Cuba, elle concerne beaucoup de pays du Sud, beaucoup de pays de ce qu'on appelait le tiers-monde avant, c'est quel développement économique autonome dans une économie mondialisée. Nous sommes dans une économie mondialisée. Et la question du développement dans une île qui est au milieu des Caraïbes, qui a peu de ressources et dont on vient d'évoquer un certain nombre de difficultés et qui est en plus sous sanctions économiques américaines, c'est évidemment une question très, très difficile. En plus, et là j'en viens un peu au débat un peu universitaire, imaginez premièrement un pays qui pendant des années a connu ce que nous appelons un leader charismatique, c'est-à-dire un dirigeant politique qui a une énorme légitimité parce qu'il a été celui qui a conduit victorieusement le renversement d'une dictature, parce qu'ensuite il a tenu tête pendant 6 décennies, plus même, à une puissance qui essaye de renverser cette direction politique et qui en plus a été un stratège reconnu par tous les pays du tiers-monde, par tous les pays du Sud, et qui a bénéficié, on ne le dit pas assez, à Cuba, d'un soutien populaire d'une très grande majorité de la population pendant longtemps. Bon, il est mort en 2016. Et le problème, qui est un problème un peu classique, je m'excuse d'évoquer ça ici, c'est comment vous remplacez une personnalité de ce type, de cette envergure, quand elle disparaît, par ce qu'on appelle une légalité institutionnelle. C'est-à-dire comment vous faites pour passer
d'un dirigeant qui a un immense pouvoir, il faut comprendre, mais un immense pouvoir et une immense notoriété et une immense popularité, à une direction qui n'est plus la direction de la révolution ancienne, qui n'a plus la même légitimité et donc qui n'a plus le même pouvoir et qui doit essayer d'unifier ses forces face aux contraintes extérieures. Ça, c'est très compliqué. Et ça, c'est une des données, à mon avis, très importantes de la situation actuelle, parce que maintenant, il y a un changement générationnel à Cuba. On pourrait généraliser ça, hein, on pourrait parler même d'autres pays, ici en Europe et ailleurs, où on voit ce type de phénomène. C'est une nouvelle génération jeune, qui n'a pas les mêmes ambitions, et surtout, qui n'a pas du tout connu la dictature, qui n'a pas connu ce que c'était que ce pays avant, et qui n'a connu depuis maintenant très longtemps que des difficultés et que la crise économique. Première chose, c'est ça le contexte politique actuel. Le deuxième élément, c'est évidemment une situation économique très terrible. J'ai oublié de dire qu'à partir des années 2000, après la rupture avec l'Union soviétique, il y a un pays et un dirigeant qui a contribué à aider Cuba, et c'est le Venezuela. Et à l'époque, avec Hugo Chavez, vous savez sans doute que le Venezuela est un des pays où les ressources en pétrole sont les plus importantes au monde, hein. Et donc, pour Cuba, qui a très peu de pétrole et beaucoup de difficultés, s'est établie une relation commerciale entre les deux pays, et entre les deux dirigeants d'ailleurs à l'époque, hein, entre Chavez et Fidel Castro, mais une relation très bénéfique pour Cuba. Bon, avec y compris les contreparties, les médecins cubains qui allaient au Venezuela, etc., etc. Mais ça a été pendant en gros une décennie, 2000-2013, la mort de Chavez, il y a un début de reprise économique à Cuba avec effectivement une situation sociale bien meilleure. Et puis, les choses basculent à nouveau, mort de Chavez, crise au Venezuela. Et là, troisième chose qui intervient très vite, c'est que non seulement les sanctions économiques américaines ne disparaissent pas, mais avec la venue de Trump, elles sont effectivement considérablement renforcées. Juste un mot puisqu'on va en reparler ensuite, mais les lois, ce qu'on appelle les lois extraterritoriales américaines, il faut les comprendre elles ont deux dimensions. La première dimension, c'est de faire en sorte que les entreprises étrangères ne s'installent pas à Cuba et ne leur volent pas leur espace, l'espace américain propre, hein. Bon, ça n'est pas qu'à Cuba, mais en tous les cas, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait à Cuba, d'une part, un changement politique, on va en reparler, radical, un changement de régime, et d'autre part, qu'on ne vienne pas nous piquer ce qu'il y avait avant dans notre assiette. Mais le deuxième effet des sanctions économiques qu'il faut souligner, c'est indirectement une politique de rétorsion et une politique qui vise à, y compris sur tous les plans, faire en sorte que l'efficacité économique soit doublée d'efficacité politique. Il y a récemment, Trump a réactivé une chose qui était incroyable. On avait mis Cuba aux États-Unis sur la liste des États terroristes. Et si vous voulez, ça semble anecdotique comme ça, mais le fait d'être sur cette liste est un préjudice immense pour tous les échanges économiques. Je ne vais pas détailler, je pense qu'il y a des gens très compétents ici pour l'expliquer. Et dernier point sur ça, la contrainte qui s'exerce alors sur Cuba, qui est un pays désormais totalement isolé, c'est une contrainte qui vise à opérer des réformes dont certaines sont absolument indispensables, mais ces réformes scient la branche sur laquelle le régime est assis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à Cuba, le régime cubain, qui est un régime populaire, qu'il ne faut pas confondre avec les pays de l'Est, hein, les comparaisons qui n'ont aucun sens avec la Roumanie, avec je ne sais quoi, ou avec l'autre, n'ont aucun sens. Mais à Cuba, ce système et cette révolution se sont maintenus par une justice sociale, pas seulement l'indépendance nationale, mais par une justice sociale exceptionnelle. Et à partir du moment où vous introduisez des réformes, et je réponds là à la question de Geneviève,
des réformes qui, elles, sont génératrices, dont je le répète, certaines sont nécessaires, mais génératrices d'inégalité et de pauvreté, vous mettez un verre dans le fruit, pour le dire, pour résumer les choses. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer, qui explique les blocages des réformes, parce qu'il y a évidemment des Cubains qui résistent à ça, et on comprend pourquoi, et qui expliquent la difficulté. Et d'où les manifestations, et c'est mon dernier mot, Geneviève, les manifestations de 2021, c'est des manifestations populaires. Il y en a eu hier encore à Santiago, dans la partie orientale de l'île, parce qu'il y a une situation terrible maintenant, y compris du point de vue alimentaire, du point de vue social, du point de vue de la possibilité pour des coupures d'électricité majeures, et qui font qu'à un moment donné, pour les gens les plus pauvres, ça devient insupportable, et comme dans n'importe quel pays du monde, ils descendent dans la rue. Merci. Alors, c'est une situation, comme on peut le constater, extrêmement complexe. Une question se pose, parce qu'on va en venir, on va parler des sanctions et de l'extraterritorialité. Si on se pose la question aussi, si des élections libres, une pluralité politique était rétablie à Cuba, est-ce qu'on pourrait envisager une levée de l'embargo américain ou un allègement au moins des mesures punitives? Est-ce que une question fondamentale se pose? Est-ce que cet embargo et son extraterritorialité existent principalement pour des raisons économiques, comme Jeannette l'a un peu mentionné, ou politiques? Est-ce que, de nos jours, la nature du pouvoir politique exercé par la diaspora cubaine exilée en Floride, qui est très puissante politiquement, est-ce que ce pouvoir politique pourrait venir à une réalisation que finalement tout le monde est perdant, la situation économique est terrible, la situation humaine est aussi terrible, et qu'une ouverture pourrait permettre aux Cubains et à son pays de pouvoir vivre avec des conditions plus acceptables. Je vais demander à Stéphane peut-être de prendre la parole là-dessus. À la première réponse, non, évidemment. Et j'ai presque envie de vous poser deux questions. Est-ce que Richard Nixon et Kissinger, lorsqu'ils ont rétabli des relations diplomatiques avec la Chine de Mao, est-ce que la question des droits de l'homme leur traversait l'esprit? Est-ce que les Américains, lorsqu'ils ont rétabli ou levé l'embargo vis-à-vis du Vietnam, il y avait des milliers de morts nord-américains dans cette guerre, ils ont malgré tout levé l'embargo? Donc cette question des droits de l'homme, entre guillemets, par rapport à la levée de l'embargo, il n'y a aucun rapport. Les différents arguments qui ont été avancés par les Américains depuis 60 ans ont varié selon le temps. Ça ne changerait strictement rien. Le problème, c'est que c'est toujours une affaire de politique intérieure nord-américain. Et encore une fois, tout président américain, quel qu'il soit, démocrate ou républicain, a besoin de tous ses lobbies, et en particulier compte tenu du rôle de quelques hommes politiques qui jouent un rôle essentiel dans la vie politique américaine. Cela étant dit, vous posez la question des droits de l'homme à Cuba. En d'autres termes, vous avez posé la question par rapport aux manifestations 2021. Il faut être extrêmement clair. Cette question des droits de l'homme, ce n'est pas un problème tabou pour les Cubains, ni avec les Européens, ni avec les Américains. Avec les Américains, et je parle sous le contrôle bien sûr de monsieur l'ambassadeur, lorsque le rétablissement des relations diplomatiques a été envisagé, Raúl Castro avait dit « tout est négociable, y compris sur la question des droits de l'homme, sauf la souveraineté nationale ». Premier point. Quand on regarde le détail de l'accord cadre qui a été signé, l'accord politique et de coopération entre l'Union européenne et Cuba, vous regarderez que tous les aspects de droits de l'homme sont envisagés, sont traités, sont abordés dans tous les domaines. Et j'ajoute un point,
c'est que lorsque l'on regarde le rapport, parce que pour moi c'est le seul critère qui compte, d'un document juridique, un document international, le rapport de la Commission des droits de l'homme qui s'est donc réunie à Genève au mois de novembre. Donc j'ai lu avant de venir ici le fameux rapport qui a été examiné à la fois, qui a été élaboré, parce qu'au fond c'est un rapport qui évalue l'évaluation des droits de l'homme à Cuba depuis 2018-2023. Donc c'est un document très très précis, très argumenté, qui entre dans beaucoup de détails. Et donc c'est là où on voit que d'une certaine manière, au-delà de ce débat classique entre liberté réelle et liberté formelle, mais donc il y a un détail d'une précision incroyable dans un certain nombre de détails qui commence par la réforme de la Constitution, la nouvelle Constitution qui a fait l'objet effectivement par référendum d'une discussion dans le pays d'une manière totalement inédite, c'est-à-dire que tous les articles ont été discutés, article par article, à tous les niveaux de la société cubaine. Donc c'est une constitution qui a été totalement travaillée, discutée, point par point. Et certains points les plus litigieux ont été écartés. Il y a eu ensuite une deuxième étape, ça, le code des familles, qui est très, très innovateur, un code extrêmement innovateur, extrêmement intéressant, qui aborde beaucoup de sujets, qui intègre aussi le droit, le mariage pour tous, enfin le mariage homosexuel, et d'autres questions, et qui est aussi sous l'influence notamment de Mariela Castro, la fille de Raúl Castro, qui est la directrice du CNSX, qui a joué un rôle qui est très militante LGBT pour ces causes-là, et donc qui a pu faire valoir son point de vue par rapport au Code des familles. Et puis, y compris par rapport à d'autres... Alors, il y a eu 118 lois qui ont permis de faire avancer certaines causes des droits de l'homme, et en particulier contre les lois, contre les discriminations, contre des discriminations raciales dans le pays. Et c'est très intéressant parce que ça ne m'avait pas frappé qu'il y a beaucoup de discriminations raciales qui ont été entreprises à différents niveaux. Il y a des luttes contre... Il y a des discriminations contre les femmes qui exigeaient aussi pour que les femmes aient eu beaucoup plus de droits qu'auparavant, même si 53% des députés sont des femmes. C'est vrai aussi pour... Alors c'est là où on aborde la question des enfants, et en particulier du code pénal, qui est particulièrement, de notre point de vue, peut-être trop répressif. Et en effet, des adolescents peuvent aller en prison en vertu d'un code pénal existant, et c'est là où, effectivement, il y a des marges de progression qui sont indiquées dans ce rapport. Et donc, vous avez sur tous les aspects, y compris pour les handicapés, donc, c'est extrêmement intéressant de voir, quand on lit ce document, de voir d'une certaine manière comment, au fond, ces avancées ou ces considérations sont prises en compte. Alors, une question que vous avez évoquée, c'est sur la question de la situation économique que Jeannette évoquait. C'est au fond le vrai problème, c'est la double dépendance à la fois agroalimentaire et énergétique, qui est vraiment le vrai souci, et qui est un vrai problème, notamment agricole, où il y a des grandes marges de progression, des terres arables qui ne sont pas exploitées. Il y a un embryon de secteur privé agricole pour aller vite qui fonctionne bien, où il y aurait aussi beaucoup de choses à faire. Et puis, comme le disait très justement Jeannette, le grand défi actuel, c'est le défi démographique. Une population de plus en plus âgée. En 2025, la population cubaine sera la plus âgée de tout le continent latino-américain. Il y a beaucoup de centenaires, il y a même un club des 120 ans à Cuba. Et aujourd'hui, toutes ces nouvelles générations qui n'ont pas connu l'Ancien Régime, comme le disait très justement Jeannette, ils n'ont connu que ce système économique et politique, et il y a une aspiration à des changements. Compte tenu du niveau de formation, ils ne trouvent pas des métiers ni des salaires qui correspondent à leur formation. Et évidemment, c'est la porte ouverte à l'exil, à l'immigration, et le chiffre est très, très important de ceux qui quittent Cuba. Et c'est un pays qui le sang je dirais, la population, la sève même de la population quitte le pays. Et ça, c'est un vrai enjeu pour le pays. Je vais demander à Jeannette d'ajouter quelque chose. Oui, écoutez, ça c'est le thème le plus délicat concernant Cuba. Parce que je crois qu'on a donné tous les éléments de contextualisation de la situation.
Mon opinion est un peu différente de celle de Stéphane, parce que je pense que pour la jeunesse, et maintenant, compte tenu des difficultés que nous avons soulignées, il y a un vrai problème maintenant de fonctionnement politique. Je ne parlerai pas d'élection, parce que pour l'instant, dans une situation pareille et aussi difficile, et avec la contrainte extérieure, c'est très compliqué. Mais par contre, parce que j'ai des amis, parce que je crois que je connais un petit peu les choses, je crois qu'il y a des erreurs absolument qui sont substantielles concernant l'expression, les possibilités d'expression, de débat des jeunes, des artistes. Et aujourd'hui, ça représente, rien que les jeunes représentent, mis à part ceux qui s'en vont, et ils sont très nombreux, hein, j'ai oublié de mentionner, on est maintenant à 400 000, ça ce sont les difficultés économiques, on est à près de 400 000 départs. Mais il y a un sentiment dans la jeunesse et secondairement parmi les artistes, mais notamment dans les nouvelles générations, il y a un problème avec l'héritage de l'ancien système politique et des contraintes de l'ancien système politique. Et autant la question des élections est une question je crois, très compliquée à cause de la diaspora cubaine à Miami, je vais en dire 2 mots après, autant il n'est pas normal, c'est mon avis, il n'est pas normal que des restrictions aussi importantes dans les médias, dans l'activité, etc., soient apportées aux interventions et des jeunes, quel que soit leur milieu d'ailleurs. Hein. Il y a parmi les arrestations, alors par exemple, parmi les arrestations qui ont eu lieu à propos des manifestations du 21 juillet 2021, des sanctions pénales extrêmement lourdes. Alors, il est vrai, hein, c'est absolument incontestable, que ces manifestations sont instrumentalisées. N'oubliez pas, on n'a pas eu l'occasion d'en parler médias, des millions de Cubains, 2 millions en tous les cas en Floride, et cette diaspora cubaine en Floride a une immense puissance. Elle est très riche, elle est très importante, elle est structurée, elle est politiquement organisée, et elle a, pour sa majorité, je ne dirais pas tout le monde, mais dans sa majorité, un objectif qui est de renverser ce régime. Bon, et je pense que jusqu'à présent, ça n'est pas la majorité de la population cubaine encore pour l'instant, malgré les difficultés, enfin, soyons prudents, est très attachée à son indépendance nationale en premier lieu, et pour les plus vieilles générations aux conquêtes sociales. Mais une chose a changé la donne à Cuba, c'est Internet. Internet, avant, n'existait pratiquement pas, et maintenant, Internet existe. Et il faut comprendre que les jeunes sont connectés à Internet. Et quand ils sont connectés à Internet, ils ont accès à toutes les informations étrangères, à toutes les informations extérieures. Ils peuvent débattre entre eux. Ils peuvent, y compris, dans certains cas, préparer des regroupements ou des manifestations entre eux, pas contre le régime, mais contre les limites qui sont apportées à ce qu'ils peuvent faire et à la manière dont ils peuvent débattre, voire contester, et c'est normal, un certain nombre de positions, un certain nombre de restrictions, un certain nombre de limites. Et je crois que c'est une erreur. C'est une erreur. Maintenant, vous pouvez, d'ailleurs, tout le monde peut avoir accès à des informations qui viennent de la planète entière. Tout le monde peut lire les articles, les débats qui ont lieu, etc. Or, si vous regardez la presse cubaine, alors je sais bien que ce que je dis est partagé, hein, Cuba, sur les médias qui sont des médias qui sont quand même pas exactement les meilleurs, pour ne pas développer ce point. Bon, je ne comprends pas pourquoi la difficulté qu'on a à faire en sorte justement que ces jeunes, ces populations, ces artistes, etc., aient la possibilité, et ils l'ont le comble, c'est qu'ils ont la possibilité maintenant d'échanger entre eux, de dire qu'ils sont d'accord, qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils sont sur telle position, sur telle position. C'est vrai qu'on donne de tout ça aussi une image caricaturale à l'extérieur. Hein. Je répète, c'est pas la Roumanie, c'est pas l'Union, c'est pas tout ça. Et il suffit de vous connecter sur Internet et vous allez trouver plein de blogs, plein de sites dans lesquels il y a plein de choses qui sont dites. Mais la presse officielle et les mesures officielles
ne l'accompagne pas. Et je pense que c'est une erreur. Et de même, il y a une campagne, le fait de condamner des jeunes, je répète, c'est vrai que les manifestations, il y a des tentatives d'instrumentalisation de la part de la diaspora, et qu'il y a des cris, vous entendez des mots d'ordre. Quand on connaît Cuba, on sait qu'il y a des mots d'ordre qui viennent de l'étranger, qui viennent pas de Cuba, qui viennent d'ailleurs. Mais il n'empêche qu'il y a il y a une vraie demande. Et le fait que des jeunes, dans la situation actuelle, aient descendu manifestent, ne devrait pas mériter les sanctions qui leur sont appliquées aujourd'hui. Juste un petit mot pour la question des droits de l'homme. Il y a un point qui figure d'ailleurs dans ce rapport qui a été traité à Genève, c'est la question des droits de l'homme, la question de la peine de mort. Et là où effectivement, où les autorités cubaines mettent toujours l'accent sur la dignité humaine, et c'est vrai, c'est-à-dire dignité humaine pour l'éducation, pour la santé, pour la formation. On ne voit pas non plus de gens misérables, en tout cas dans des conditions affreuses dans certains quartiers misérables, comme on peut voir ça en Afrique ou ailleurs. La question des droits de l'homme, et d'ailleurs le rapport le dit, il y a un moratoire depuis 2003, dernières exécutions, il y a eu 3 exécutions à mort en 2003, lors de ce qu'on appelait la Primavera Negra, à peu près à ce moment-là. Moratoire depuis 2003, et de mon point de vue, je pense que, mais ça c'est un avis personnel, je pense que l'abolition de la peine de mort pourrait, me semble-t-il, donner à Cuba un atout politique en termes d'image, et notamment par rapport aux États-Unis, qui serait évidemment, à mon avis, très bénéfique pour Cuba. Enfin, ça c'est un avis strictement personnel. Merci Stéphane. Alors, on a parlé d'extraterritorialité et de la portée de plusieurs lois, dont une loi dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui s'appelle la loi Helms-Burton. C'est le nom de deux membres du Congrès américain qui date je crois, de 1996. Et plus particulièrement, on va parler du titre 3 de cette loi qui a été réactivée sous le président Trump en 2019 et qui affecte beaucoup les exportateurs de biens et de services et incluant aussi les banques étrangères qui veulent prêter aux exportateurs qui veulent faire des affaires à Cuba. Alors, je vais demander à notre collègue maître Benoît Charrière-Bournazel de la société du cabinet DS Avocats de nous dire quelques mots. Benoît a écrit un article très utile qui date déjà de quelques années, mais qu'on peut trouver sur Google sur la complexité de cette loi. Et je vais vous demander aussi de nous parler de la situation en France et dans l'Union européenne, comment on protège les entreprises et comment on leur permet de pouvoir faire des affaires avec Cuba. Merci. Oui. Ah, voilà. Et bonsoir à tous. Oui, merci Geneviève de cette invitation. Et puis bravo à vous d'avoir retrouvé mon article qui en effet date de 2019. Je n'étais pas certain que quelqu'un le lirait, mais écoutez, ça fait au moins une personne et j'en suis ravi. Donc la loi Helms-Burton, comme l'a dit Geneviève, est une loi qui date de 2019, qui date de 1996, réactivée en 2019 par l'administration Trump, et l'administration Biden n'a rien fait, donc le titre 3 est toujours applicable. En quelques mots, comme vous le savez sans doute, cette loi prévoit que des ressortissants cubains ou américains peuvent engager des actions devant les juridictions américaines en cas d'usage ou si on fait des affaires avec des biens qui auraient été confisqués pendant la révolution cubaine. Donc c'est un peu la boîte de Pandore qui ouvre l'opportunité
à de nombreuses actions, à la fois contre des entreprises américaines, mais également contre des entreprises européennes et notamment françaises. Donc c'est vrai que les entreprises françaises, nous sommes en France, qui font du commerce à Cuba, ont des raisons de se poser des questions et ont des raisons, à mon avis, de s'inquiéter sur l'application de ce titre 3 de la loi Helms-Burton. Sachez que depuis 1996, il y a eu à peu près entre 1996 et 2019, date de la réactivation, à peu près 5000 actions engagées. Au moment de la réactivation, il y a eu tout un tas de plaintes qui ont été formées. Et là également, on parle de milliers de plaintes qui ont été formées. Alors évidemment, toutes n'ont pas abouti, heureusement, mais ça présente un véritable risque pour nos entreprises françaises qui font du commerce à Cuba. D'autant que la réponse européenne et française est, pour le moins qu'on puisse dire, assez limitée. Alors l'Europe avait été assez réactive, puisque dès 1996, elle avait pris un règlement pour faire face à ce titre 3 de la loi Helms-Burton. Mais en réalité, ce règlement européen, alors qui a été modifié par la suite, notamment en 2018, est de portée assez large. En fait, il s'en remet essentiellement aux États membres pour prendre, eux, des mesures de protection de leurs ressortissants. Il prévoit un mécanisme d'information par lequel les entreprises qui seraient mises en cause pourraient en informer la Commission. Mais bon, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça fait pour la protection de ces entreprises? Ils édictent un principe quand même qui est celui, si des sanctions sont prises en vertu du titre 3 ou si des jugements sont rendus, eux considèrent que ces jugements ne seront pas reconnus par la loi européenne. Donc c'est un principe. D'ailleurs, la dernière loi canadienne a édicté un principe semblable. Mais encore une fois, il n'y a pas de mesures concrètes prises à l'échelle européenne pour mettre en œuvre ces mesures de protection. Alors, en France, on a la fameuse loi de blocage de 1968, que vous connaissez sans doute, qui a été réformée en 2022. Mais cette loi de blocage française, elle a également ses limites, puisqu'en réalité, elle ne fait que aborder le sujet de la communication des informations confidentielles qui pourraient être transmises. En gros, elle interdit à des entreprises de communiquer des informations qui seraient considérées comme sensibles pour la France. Donc c'est une forme de protection à l'égard de cette procédure de discovery qu'on connaît aux États-Unis. Et finalement, ça protège d'une certaine manière les entreprises françaises contre une divulgation d'informations sensibles. En 2022, ce qui est intéressant, c'est que la réforme introduit l'idée qu'on puisse s'appuyer sur l'administration française et un fameux service qui s'appelle le service de l'économie et de l'information, le fameux SIS. Et donc, les entreprises peuvent solliciter auprès du SIS pour savoir si oui ou non les informations qu'elles s'apprêtent à communiquer sont ou non confidentielles. Une fois qu'on a dit ça, ça concerne encore une fois la communication des informations, mais pour autant, ça ne protège pas véritablement nos entreprises de réclamations potentielles devant les juridictions américaines. Alors la loi canadienne est tout à fait remarquable, puisque la loi canadienne est en fait une symbiose, une synthèse entre la loi européenne et la loi française, une espèce de
de perfection, puisqu'à la fois elle prévoit, elle énonce un principe qui est que les décisions américaines prises au titre du titre 3 ne sont pas reconnues au Canada. Par ailleurs, elle facilite les échanges d'informations. Elle permet aux ressortissants canadiens d'engager des actions devant les tribunaux canadiens pour recouvrer d'éventuels dommages-intérêts si elles avaient été sanctionnées par les juridictions américaines. Donc une loi extrêmement efficace et protectrice, il me semble, dont la France et l'Union européenne pourraient s'inspirer pour leurs propres ressortissants et pour protéger nos entreprises européennes. Voilà. Donc, moi, à mon avis, la loi canadienne est une bonne inspiration et la France et l'Union européenne seraient bien inspirées d'adopter une réglementation sur le modèle canadien. En attendant, mon conseil aux entreprises qui font des affaires à Cuba, ce serait eh bien, de s'assurer que les biens ou les entreprises dans lesquelles ils investissent n'ont pas été confisqués lors de la révolution cubaine, mais bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Mais je sais que certaines entreprises le font avec succès. Là, c'est l'avocat qui parle, mais évidemment, obtenir des conseils juridiques sur la portée et l'application du titre 3 de la loi Helms-Burton, en attendant que des dispositions européennes et françaises soient plus protectrices. Mettre en place également des systèmes d'assurance pour se protéger contre d'éventuelles sanctions et dommages-intérêts. Et puis, comme l'administration française et européenne nous y invite, ne pas hésiter à faire appel aux fameux 6 français et à la Commission européenne, de partager avec eux des informations et de faire appel à eux en cas de mise en cause par les juridictions américaines pour obtenir un vrai soutien administratif et gouvernemental. Voilà en quelques mots. Merci. Et merci pour cette interlude juridique et non pas musique. Merci Benoît, merci infiniment de ces précisions. Moi, j'aimerais bien poser une question à nos représentants du secteur privé. Dans le contexte actuel, les banques françaises préfèrent pour la plupart ne pas financer ou garantir des transactions faites avec Cuba. Alors, quelles alternatives s'offrent aux sociétés françaises qui identifient des opportunités d'affaires à Cuba? Faut-il travailler au niveau européen pour inciter les banques à accompagner les entreprises désireuses de participer à des projets ou à exporter à Cuba? Qu'est-ce qu'on dit aux entreprises et comment vous parce que la plupart des grandes banques, on l'a constaté, sont très frileuses. Alors, comment réussit-on à travailler en parallèle pour pouvoir aider les entreprises françaises? Alors, c'est une question piège, ça, Geneviève. Hein merci. Alors, je pourrais faire un retour en arrière. Pourquoi les banques sont frileuses, finalement? Parce qu'en fait, il faut se rappeler... le 1er mai 2015, l'administration donc américaine émet une amende record sur une banque française qui est BNP Paribas de 8,9 milliards de dollars pour des transactions que la BNP donc avait effectuées pour le compte de ses clients sur 4 pays, dont Cuba. Et je dirais qu'il y a eu un avant et un après cette amende, puisqu'après, effectivement, on a vu en fait toutes les banques françaises et européennes finalement se retirer progressivement de ce marché en se disant finalement le risque pour nous banques est trop grand demain d'avoir une sanction de la part des Américains, sanction financière. Voilà. Et donc aujourd'hui sur Cuba, on retrouve en fait une banque française. La banque de Lubac, quelques banques européennes en fait qui arrivent à travailler sur Cuba,
mais forcément avec des moyens assez limités, puisque voilà, si on regarde la Banque de Lubac, voilà, on est un petit établissement bancaire, donc on n'a pas la force de frappe d'une BNP ou d'une Société Générale, notamment sur ce qui est sur la partie financement. On arrive aujourd'hui et donc à assurer des flux bancaires entre la France et Cuba. Il est important de noter que ces flux bancaires en fait, nécessitent une vigilance finalement assez accrue, puisque on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a un régime de sanctions voilà, assez fort au niveau américain, notamment des sanctions secondaires qui peuvent s'appliquer sur les contreparties qui traitent avec Cuba. Et donc tout le travail à faire en amont, et Maître Bournazel l'a souligné tout à l'heure, en fait, c'est de s'assurer lorsqu'on fait une transaction avec Cuba que finalement cette transaction est réglementairement possible et qu'il n'y a pas de risque de sanction effectivement derrière. Voilà. Donc il y a des solutions qui existent. Malheureusement, pas de solution aujourd'hui de financement. Alors pourquoi non plus pas de solution de financement ? Le commerce international, on travaille beaucoup avec des lettres de crédit. Ces lettres de crédit ont besoin généralement d'être confirmées donc, par la banque qui va accepter la lettre de crédit. Et donc ça veut dire que si nous, Banque française, en fait, on confirme une lettre, on va prendre un risque sur une banque cubaine. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans un environnement de sanctions, qui est un environnement de sanctions, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui est mouvant. C'est-à-dire qu'une transaction qui peut être autorisée aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Et donc la difficulté pour un établissement bancaire, c'est de se dire finalement, je vais aujourd'hui travailler avec une lettre de crédit, mais peut-être que dans un mois, dans 2 mois, quand il faudra que je reçoive le paiement de cette lettre de crédit, effectivement, voilà, j'aurai peut-être une sanction sur une banque cubaine qui m'empêchera de recevoir ce flux financier. Voilà, donc aujourd'hui, il y a des possibilités qui existent hein, de paiement direct en euros, et notre banque le fait tout en respectant les réglementations, bien entendu, européennes et américaines, puisqu'on n'a pas envie de se retrouver demain sur une liste de sanctions américaines. Et quelque part, ça protège donc la banque et nos clients également. Mais effectivement, on est sur un marché sur lequel on a une offre bancaire qui est relativement ténue. Merci, Denis. Madame Buller, vous voulez ajouter quelque chose ? Les sanctions qui s'appliquent de manière extraterritoriale sur le commerce international sont de plus en plus fortes. Et nous avons eu ces derniers temps des exemples assez surprenants. Le secteur agricole, comme le disait Stéphane, a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de moyens à Cuba et des organismes internationaux ont accepté de financer, de faire des dons ou de financer sur des délais plus longs. L'AFD, par exemple, le PNUD, la FAO. Mais nous avons comme ça, dans la société, eu un projet de vente de serres avec des systèmes d'irrigation modernes, avec des panneaux photovoltaïques, etc. Et au moment de percevoir les fonds qui venaient du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, dont le siège est à New York, impossible d'encaisser. Les banques nous ont dit, mais la banque où nous avions prévu d'encaisser nous a dit, mais la banque payeur est une banque américaine. Est-ce que vous pouvez nous montrer la licence ? Alors, la licence OFAC qui autorise que le PNUD, organisme international, puisse vous payer. Donc, on a demandé, est-ce que le PNUD peut... Non, bon, il y a une licence un peu générale qui existe, mais ça ne satisfaisait pas. Notre banquier, donc nous avons réussi à apporter les éléments à la Banque de Lubac qui a pu accepter les flux, mais ça nous a pris 2 mois. Et on parle d'une application qui permet à la population cubaine d'avoir des produits agricoles. Donc c'est totalement délirant et on en a comme ça un certain nombre qui se présentent à nous. Donc j'allais dire, même quand ça ne vient pas d'argent de Cuba, malheureusement ça venait des États-Unis, c'est compliqué, mais c'est le cas dans d'autres situations également d'Europe.
Dès qu'une société a le nom de Cuba, c'est une société, une association française, c'est un problème. Et cette histoire de licence OFAC est très intéressante parce que pour les sociétés aujourd'hui françaises, nous pourrions travailler de manière un petit peu plus tranquille si nous obtenions une autorisation du gouvernement américain de travailler sur Cuba. Parce que c'est ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire que les Américains octroient à leurs entreprises des autorisations sous forme de licences qui dépendent donc de l'OFAC, qui est le système de contrôle des sanctions, des régimes de sanctions américaines, ou même d'un autre bureau qui s'appelle le BIS, Bureau d'industrie et de sécurité, qui dépend du département of Commerce américain. Ils octroient comme ça des licences et donnent le droit de violer les sanctions qu'ils s'appliquent à tout le monde. Donc, on a eu le cas, nous, récemment, avec une société qui avait un board américain, puisque les sanctions que nous-mêmes, en tant que société française, respectons, c'est de ne pas travailler en US dollars, parce qu'on serait directement interrogé, soumis aux sanctions, de travailler avec des sociétés dont le capital, enfin, dont les actionnaires majoritaires sont américains. Et troisième point, de produits, on ne doit pas vendre des produits américains au-delà de 10% quand ils sont intégrés dans un ensemble. Donc à partir du moment où un de ces 3 points est réuni, on peut demander une licence aux États-Unis, donc à un des 2 organismes dont je parlais, qui peut nous l'octroyer ou pas en fonction de leur volonté. Et donc, une société dans le secteur pharmaceutique appartenait à un board américain, nous a dit « Mais moi, je veux bien tenter. Est-ce que vous voulez faire l'essai ?» Donc, on a dit « Allez-y, allez-y. » Donc, ils ont pris un avocat, ils ont fait les dossiers, ils nous ont expliqué qu'on va faire deux voies. Une voie avec une production américaine, donc une usine qui produit aux États-Unis, qui n'a pas l'habitude d'exporter parce que le marché américain est énorme et donc d'habitude ils vendent là-bas, mais c'est une licence BIS, donc réservée aux sociétés qui produisent aux États-Unis, et une licence OFAC, donc avec sa petite sœur, enfin sa grande sœur en Belgique, qui ne fait quasiment que de l'exportation, parce que la Belgique, c'est 11 millions d'habitants, et ils fabriquent pour 60 millions. Et donc, la société a fait ces 2 demandes. Et en 3 mois, elle a obtenu la licence octroyée à l'usine américaine. En 18 mois, elle a obtenu celle de l'usine en Belgique pour pouvoir exporter sur Cuba. Et nous avons dû démarrer l'exportation depuis les États-Unis. Tout ça pour dire que c'est une guerre commerciale aussi, en dehors de la guerre politique, que nous vivons au quotidien. Nous arrivons à faire des affaires avec des sociétés de petite ou de grande taille qui font attention à respecter avec nous, et nous-mêmes demandons et devons apporter les éléments à nos banquiers de la conformité, notamment aux sanctions américaines. Avec la difficulté de la Helms-Burton qui a été énoncée tout à l'heure, c'est que ça a rajouté une multitude de possibilités de se faire sanctionner. Mais avec toutes ces conditions, on arrive à faire des affaires sur Cuba. Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose ? Juste un mot pour dire que le patronat français a été très très volontariste au début des années 93-94, au moment où la période spéciale en temps de paix, ça allait très très mal. Et les entreprises françaises ont dit on va faire le pari de Cuba parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à Cuba. Et il y a eu 12 délégations du MEDEF International à Cuba entre 1994 et 2017. 12 délégations. Dans les premières délégations d'entreprises, il y avait toujours 2, 3, voire 4 banques dans les délégations. Au fur et à mesure des années, ce nombre est tombé. Il y avait même une représentation de la Société Générale à Cuba qui a disparu. Et donc, ça s'est arrêté en janvier 2017. Bon, par coïncidence, est-ce que c'est un rapport ou non? Mais enfin, ça correspondait à la présidence Trump. Et de fait, Trump avait dit clairement
il remettait en vigueur la doctrine Monroe, qui est d'évincer aussi. C'est une des la clause, la doctrine Monroe entre guillemets, c'est une des clauses, c'est d'évincer aussi la concurrence européenne. Et quand on regarde les chiffres, paradoxalement, malgré l'embargo, les États-Unis sont devenus le 5e partenaire commercial de l'île et le premier fournisseur de produits agroalimentaires, y compris pour le blé. Et c'est à ce moment-là que, malgré notre ligne de crédit COFAS, et comment les Français ont été aussi évincés, en plus des lois extraterritoriales, tout ça, c'est un mouvement de dégagisme d'entreprises françaises dans cette région qui sont totalement contraires à nos intérêts et d'une manière générale, parce que la France a une présence dans les Caraïbes et en Amérique latine qui est maintenant dans une position extrêmement difficile. C'est un point important. Merci. Nous allons procéder peut-être à quelques questions, si on a quelques questions à poser. Monsieur Martin-Rocher. Monsieur Martin-Rocher du groupe Total Énergie. Bonsoir, merci. J'ai une question dans le prolongement des discussions qui ont été faites sur le financement de projets. Vous avez mentionné qu'il y a des gros besoins d'infrastructures à Cuba, dans l'énergie, mais j'imagine dans d'autres domaines de l'infrastructure. Et je comprends tout à fait ce qui bloque les banques françaises pour organiser du financement de ces infrastructures à Cuba. Par contre, vous avez aussi mentionné qu'il y a des dons, notamment de l'AFD ou d'organismes comme le PNUD. Entre les deux, il pourrait y avoir des lignes concessionnelles de financement via des organismes multilatéraux. Et je me posais la question, qu'est-ce qui bloque une banque comme la Banque européenne d'investissement ou des organismes complètement indépendants des États-Unis d'aller financer avec des fonds spéciaux et à des taux, je dirais, améliorés, des projets d'infrastructure à Cuba? Le fait l'AFD aujourd'hui est venue à Cuba grâce à la visite présidentielle du président Hollande en 2015 et fait des prêts ou fait quelques dons et gère des fonds, notamment de l'Union européenne, pour des projets qui sont... Alors, il y avait des projets d'infrastructure importants, notamment dans tout le secteur de l'assainissement, mais les montants sont très élevés. Et aujourd'hui, il y a un problème pour l'AFD de sécurité financière, d'évaluation du risque sur Cuba. Ils ont un encours qui est assez élevé, parce que ce n'est pas des dons. Il n'y a pas beaucoup de dons. Autrement, c'est vrai qu'on a perdu, nous-mêmes, on est bénéficiaires de la ligne bilatérale franco-cubaine BPI France Assurance Export, antérieurement COFAS, dans le secteur de l'énergie, des équipements. La société InVivo qui est ici bénéficie de la partie des biens de consommation dans l'alimentation. Et dans l'électricité, comme vous le disiez justement, il y a énormément de besoins. Les centrales cubaines aujourd'hui sont en majorité des centrales construites par l'Union soviétique dans les années 70. Ensuite par la société Alstom dans les années 80, ensuite par une chinoise et une société de Tchécoslovaquie, aujourd'hui divisée sur les deux pays. Et donc il y a des énormes besoins et l'État cubain est obligé de jongler avec 3000 mégawatts pour l'ensemble de l'île, ce qui est totalement ridicule en termes de besoins. Mais ils arrivent, avec 3000 mégawatts, à faire en sorte que le pays n'ait pas de pénurie d'électricité. Les 3000 mégawatts, aujourd'hui, ils ne sont pas disponibles parce que nous-mêmes, on travaille beaucoup sur la centrale Alstom, qui en plus est passée de GE. Enfin, la centrale appartenait aux Cubains, mais c'était Alstom qui avait construite. Et donc, quand Alstom a été racheté par General Electric, il n'y avait plus moyen d'obtenir la possibilité d'entretenir un certain nombre d'éléments qui étaient à Alstom au départ.
un mois après avoir racheté Alstom, GE a obtenu une licence OFAC pour vendre directement à Cuba. Et les Cubains ont saisi l'opportunité, sinon leur centrale, il y avait des points clés qui étaient difficiles de substituer. Mais donc, cette centrale, aujourd'hui, a besoin d'être entretenue. Nous avons le soutien de l'État français pour ça, dans le cadre de la ligne bilatérale, qui permet un financement à 2 ans. Et notre société ne trouve pas de banque qui accepte de nous financer sous la garantie de l'État français. Donc nous finançons soit sur fonds propres les plus petits contrats, soit avec des partenaires de sociétés qui ont de la trésorerie à placer, qui savent que derrière, s'il y a un impayé, l'État français va rembourser. Mais tout ça pour dire que c'est ce nous on trouve sur la centrale d'Alstom, ex-Alstom, qui est à Matanzas, mais c'est le cas dans toutes les autres centrales électriques. Et évidemment, il n'y a pas de nouveaux projets neufs en cours. Donc, il y en a dans les cartons qui ne sont pas sortis, avec les Russes, notamment, avec les Chinois. Donc là, les dernières informations, c'est qu'il y a eu des accords avec les Chinois pour la vente de 2 parcs de 1000 MW de photovoltaïque qui sont en cours. Donc, il y en a un qui devrait arriver en 2025, l'autre 2 ou 3 ans plus tard. Et c'est énorme par rapport à la capacité aujourd'hui du réseau cubain. Et sinon, le complément, c'est les groupes électrogènes qui ont été installés de manière un peu disproportionnée en grand nombre en 2004-2005 pour limiter, s'il y avait une attaque américaine aussi, des coupures de courant dans l'île. Et donc, ces groupes électrogènes apportent un grand soutien dans les provinces cubaines. Mais il y a un problème aussi il faut trouver du combustible. Et actuellement, il y a des sujets de combustible. Donc, les grands projets sont trop coûteux aujourd'hui avec les moyens de financement. Et les organismes internationaux ne vont pas accompagner Cuba. Il y a des problèmes de banques correspondantes en euros. Mais même l'AFD ne sait pas comment faire pour payer les sociétés françaises, en fait, parce qu'il y a du sous-jacent Cuba et donc toutes les banques intermédiaires. Donc il faut réussir à trouver des moyens, mais il faut que les montants restent relativement sous un seuil pour pas attirer. Tout ce qu'on fait, c'est légal, mais pour pas attirer trop de questions, parce que sinon ça fait peur, quoi. Merci. Est-ce que M. Mellon voulait ajouter quelque chose brièvement? Juste peut-être un point complémentaire sur la BEI. La BEI en fait a pour vocation de financer plutôt des projets européens ou alors des projets avec des partenaires en fait historiques européens. Voilà. Et Cuba fait pas aujourd'hui partie des partenaires historiques européens en fait. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte au niveau de la BEI. Merci. Une autre question, une ou deux autres questions. Oh, il y a des questions. Oui, il y aurait une question. En 2016, à l'occasion de l'arrivée d'Obama et l'initiative de rétablir des relations avec les États-Unis, personne s'est posé la question sur la victoire de Trump. Il y aura des élections aux États-Unis en novembre prochain. Qu'est-ce que peut signifier pour Cuba une nouvelle victoire de Trump? À cette question. Oh, l'ambassadeur. Vous voulez y répondre? Oui, je m'excuse parce que j'avais un autre engagement prévu avant de confirmer cette participation. Mais de toute façon, je ne voulais pas quitter la salle sans vous remercier pour cette riche expérience. C'est vrai que vous êtes de vrais connaisseurs de la réalité cubaine. Et tout ce que vous avez dit, vous avez raison. Toute la réalité cubaine qui est si riche, si diverse. Et aujourd'hui, Cuba traverse un moment assez difficile, peut-être le plus difficile depuis les dernières 30 années. Parce que on avait en ce moment-là la présence de Fidel Castro qui avait ce leadership dans notre pays, la connaissance de notre réalité, et le 90% de la population cubaine le suivait avec les yeux fermés. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui,
On n'a pas ce type de dirigeants. On a d'autres dirigeants qui sont plus jeunes, qui n'ont pas la même expérience, la même réalité de vie, et ils doivent gagner en expérience avec le concours de toute la population. Et le blocus a fait du mal à Cuba parce que Trump a imposé 243 mesures au milieu de la Covid ou presque avant de la Covid. Ils ont arrêté presque toutes les activités économiques de Cuba. Par exemple, quand les croisiers sont été arrêtés, se sont annulés en 24 heures 800 000 réservations de touristes dans les croisiers. Le futur est compliqué, parce qu'avec l'arrivée de Trump, ça peut être pire. Mais de toute façon, il y a une volonté à Cuba de continuer. On remercie infiniment les entreprises, on remercie infiniment les banques qui sont avec nous aujourd'hui. Et je pense que c'est très important, j'avais dit dans le Parlement européen l'année dernière, et je le répète aujourd'hui, que c'est très important que l'Europe ne permet pas que les lois américaines s'imposent sur le sol d'Europe. Il faut que ces règlements de protection des intérêts des entreprises et des citoyens européens soient accomplis. Parce que c'est très important de protéger les entreprises et les intérêts des citoyens européens, y compris les citoyens français. Je vous remercie infiniment pour ce soir. Alors, pour la question de notre collègue, est-ce que... Non, ça va? Alors, est-ce qu'on a d'autres... Oui, une dernière question? Oui, bonsoir. En fait, je n'ai pas de questions. C'est plutôt des compléments. Alors, merci pour la richesse des débats, en tout cas. Je ne regrette pas d'être venu. En fait, je représente le groupe InVivo, qui est le premier groupe coopératif agricole, un des leaders dans le monde agricole européen. Donc, je fais suite à l'intervention de Perrine de Devexport. Effectivement, depuis 2015, nous avons défendu bec et ongle la ligne court terme, qui est une ligne assurée par l'État, ex-COFAS, une ligne de 90 millions qui finance des biens d'équipement et des biens de consommation. Donc Devexport utilise cette ligne pour les biens d'équipement et InVivo, nous l'utilisons pour les biens de consommation puisque nous sommes l'entreprise qui vend le blé français à Cuba. Donc le blé pour faire de la farine pour faire le pain. Voilà, je traduis pour les néophytes. Donc cette ligne-là, nous l'avons défendue depuis 2015, en gros, et nous nous heurtons aujourd'hui, effectivement, au financement des banques. Donc ça, c'est un problème majeur pour nous, puisque bon, un bateau de blé, ça vaut 6 millions d'euros. Nous avons vendu récemment 5 bateaux de blé, donc c'est 30 millions. Les Cubains paient 30% cash et 70% à 1 an. Donc il est impossible pour une entreprise française, quelle que soit sa taille du reste, de financer 70% de cette valeur-là sur un an. Jusque-là, nous avions donc le soutien d'une banque française, le Crédit Lyonnais pour ne pas la citer, qui nous a lâchés depuis quelques années déjà. Et nous avons trouvé une solution ailleurs, à l'étranger, au Canada, puisque c'est la National Bank of Canada qui, jusque-là, finançait ce programme-là. Alors avec les retards de paiement des Cubains, c'est un peu remis en cause récemment, mais je pense qu'on va trouver une solution. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, Madame Abel et Stéphane, vous avez parlé du secteur agricole très rapidement. Je rejoins complètement Stéphane. La grande richesse de Cuba, aujourd'hui, richesse cachée, c'est son agriculture. Il y a à Cuba, aujourd'hui, bon, Cuba, vous le savez tous, importe 80% de ses biens alimentaires. 80%. C'est colossal. Donc, dans ces biens alimentaires, il y a des céréales, le maïs, le blé. Bon, le blé ne peut pas pousser à Cuba. Mettons le blé à part. Mais le maïs est né dans le golfe du Mexique. Donc, pays tropical humide, le maïs, on sème, il pousse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, j'ai réduit volontairement, mais Cuba produit du riz, mais importe du riz. Cuba pourrait produire du soja. En gros, il y a une filière agroalimentaire à construire à Cuba. Une filière digne de ce nom. Il y a 3 millions d'hectares
de terres arables non exploitées à Cuba. Vous faites un calcul simple. 3 millions d'hectares par 7 tonnes hectares, c'est 20 millions de tonnes. 20 millions de tonnes, non seulement Cuba est autosuffisant, donc on atteint là la souveraineté alimentaire, mais en plus, il peut construire des filières animales, parce que vous êtes tous promenés dans les pâturages de Cuba, il n'y a pas de pâturage. Les vaches sont maigres, il n'y a pas de production de lait, les élevages de poules sont extrêmement rares, donc il n'y a pas d'œufs. Moi qui vais souvent à Cuba, y compris dans les hôtels haut de gamme, il n'y a pas d'œufs. Donc, cette filière agricole est à construire à Cuba. Nous avons entrepris de le faire en 2020, parce que nous vendons du blé, mais nous sommes également là pour aider l'État cubain. Donc, in vivo, comme on est dans toute la filière agricole, on leur a proposé un contrat pour les accompagner dans leur développement agricole. Contrat que nous avons signé en 2020. Et là, c'est dommage que M. l'ambassadeur soit parti, parce que ce programme-là de développement agricole depuis 2020 est plus ou moins au point mort, puisqu'il y a une grosse volonté de l'État cubain au plus haut niveau de le développer. Lorsqu'on parle aux agriculteurs, aux paysans, donc ceux qui sont à la base, eux, évidemment, on leur propose de produire davantage, donc ils sont d'accord, mais au milieu, il ne se passe rien. Ça veut dire que tous les organes intermédiaires ne bougent pas. Nous avons forcé, au plus haut niveau de l'État, nous avons forcé l'État à financer, à demander un prêt à l'AFD en 2020. Cette demande de prêt n'a été déposée qu'il y a 2 semaines. 4 ans. Ce prêt porte sur 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, ça permet d'acheter des machines agricoles, de construire des unités de stockage, parce que tout ce qui se... Je ne vais pas monopoliser la parole longtemps, mais tout ce qui se produit à Cuba, vous perdez entre le moment où c'est semé et le moment où c'est distribué 80%. 80% de ce qui se produit à Cuba est perdu. Par faute d'infrastructures, que ce soit infrastructures de récolte, de stockage, de distribution. Donc voilà, mais une des richesses du pays, c'est son agriculture. Alors, il y a le tourisme, mais le tourisme sans agriculture, ça ne vaut rien. Si le touriste qui vient à Cuba n'a pas de quoi se nourrir, ça ne vaut rien du tout. Donc je pense que c'est une des clés, d'autant que Cuba, tout ce qu'il achète en dehors de l'origine France semble étendre, tout ce qu'il achète en céréales, le maïs, il le paye comptant à l'embarquement, en dollars. Les poulets les poulets surgelés que les États-Unis vendent à Cuba, c'est pareil. Donc, si vous voulez, tout ça pour vous dire que le programme agricole à Cuba, c'est une des clés de la souveraineté alimentaire du pays demain. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer avec les questions parce qu'on a déjà dépassé notre temps et on a la réception. Alors, toute question que vous avez, les intervenants vont rester avec nous et nous pourrons poursuivre. Merci aux intervenants.